le disait, Emmanuel Macron qui convoque ce nouveau conseil de défense contre l'entrisme. Il promet un texte de loi avant la fin de l'été. Alors on s'en souvient, hein, Georges Fenech, qui avait eu ce rapport en mai, long de 73 pages, qui démontre vraiment l'infiltration des réseaux des frères musulmans dans la société française. Avant de vous faire réagir, je voudrais vous faire écouter Laurent Jacobelli ce matin, qui réagissait à ce rapport du chef de l'État. Nous attendrons le texte. Moi, je suis d'abord très heureux de voir que vous en avez déjà les contours. Le président de la République découvre qu'il y a un problème avec l'islam radical en France. Il avait du mal, il y a encore quelques années, à décrire l'islam radical comme étant la source du terrorisme et de l'insécurité en France. Ça y est, il a franchi le pas. Il y a eu un texte sur le séparatisme dès le premier quinquennat. Tant mieux, tant mieux. Maintenant, plutôt que de faire des conseils de sécurité qui normalement ont vocation à être secrets mais qui sont divulgués par conférence de presse, on pourra s'étonner de cette communication, mais qu'ils reprennent tout simplement le projet de Marine Le Pen de lutte contre l'islam radical, qu'on ferme les 139 mosquées tenues par les frères musulmans, qu'on ferme et qu'on interdise les associations, notamment sportives, et un très bon rapport de Julien Audoul qui le montre, un député du Rassemblement national, qui sont gangrénés par l'islam radical. Retour au pays pour tous les prêcheurs de haine et prêcheurs d'islam radical. Vous voyez, les mesures, elles existent, et ce que nous propose le président de la République, c'est un tout petit pas dans la bonne direction, c'est presque cosmétique, presque technique seulement. Alors Georges Fenech, c'est vrai que c'est une petite partie ce que propose Emmanuel Macron. Il y aura une loi à l'automne. J'en cite les grandes lignes. La mise en place d'une vraie structure pour mieux identifier et lutter contre le phénomène. Mais c'est vrai que les contours sont flous. L'acte de la mise en place de mesures d'entrave plus efficaces, là ça tape au portefeuille. Ce mouvement des frères musulmans. Emmanuel Macron qui annonce aussi réunir les représentants de l'islam de France à l'automne. Votre première réaction? Ma première réaction, d'abord, je voudrais nuancer ce que vient de dire Laurent Jacobelli, parce que rendons quand même à César ce qui appartient à César. Le président Macron, Dieu sait si je suis amené à le critiquer souvent, mais il a très très tôt pris à bras-le-corps cette question de l'entrisme, de l'islamisme, et cette loi qui a été votée en 2021 sur la lutte contre le séparatisme, qu'on a appelée loi pour renforcer les principes républicains. Elle produit quand même ses effets. D'ailleurs, ce rapport est inquiétant parce qu'effectivement, l'entrisme, il existe et permettra maintenant aux législateurs, sous l'impulsion du président et du gouvernement, de renforcer cette première loi. On a par exemple déjà, depuis 2024, mis en application l'une des dispositions phares, qui est que les imams ne sont plus rémunérés par les pays étrangers, ne sont plus des fonctionnaires d'États musulmans étrangers. Ils sont aujourd'hui rémunérés par des associations qui ont leur siège en France, pour éviter justement qu'il y ait des prêcheurs qui prêchent des principes qui ne sont pas conformes à nos valeurs. Est-ce que pour autant c'est sécurisant? Est-ce que ça garantit toute influence étrangère? C'est pas sûr. Évidemment, d'où la vigilance, d'où les renforcements qui sont préconisés dans ce rapport, à savoir les sanctions financières, notamment les contrôles financiers sur le mode de fonctionnement de ces associations, la possibilité de dissoudre très facilement sur le plan administratif des associations qui ne remplissent pas les conditions. Donc voilà, moi je crois qu'on peut se satisfaire de cette avancée. On va interroger Nathalie Goulet, sénatrice centriste de l'Orne. Elle a publié une enquête intitulée « L'argent du terrorisme » parue aux éditions du Cherche Midi. C'était en janvier 2025. Elle connaît bien ces sujets également. Bonjour Nathalie Goulet, vous êtes avec nous sur Europe 1. Bonjour à tous. Bonjour, vous venez d'entendre Laurent Jacobelli qui estimait que c'était une petite partie du sujet auquel s'attaquait Emmanuel Macron. Georges Fenech qui nuançait à l'instant. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais nuancer ce qu'a nuancé Georges Fenech. D'abord, les principales mesures qui sont prises aujourd'hui, je pense notamment à la fin des imams détachés, étaient déjà une suggestion de notre rapport de la mission d'information du Sénat de 2016. On a quand même mis 9 ans à appliquer des dispositifs évidents. Sur le contrôle des associations, le dispositif qui existe est pas mauvais. Il est juste pas suffisamment appliqué.
Et puis, en ce qui concerne les lieux de culte, c'est pas là que se fait la radicalisation. Et ce qui a été, enfin, je veux pas rappeler le sort du fonds Marianne et des errances des financements des associations, parce que là, il y a un vrai sujet. Et oui. Voilà. Donc, toute mesure est bonne à prendre. Le problème, c'est qu'elle n'est pas la question n'est pas réglée dans sa globalité, parce que les frères musulmans ne sont pas organisés en association ni en parti, etc. Donc, on peut pas les dissoudre puisqu'ils n'existent pas en tant que structure. On pourrait les inscrire sur la liste des organisations terroristes, comme le font un certain nombre de pays. Oui. L'Égypte, la Syrie, l'Arabie Saoudite, qu'on peut pas pourtant. L'Autriche. Oui. Où les publications des frères musulmans sont interdites. Pourquoi on fait pas la même chose en France? Alors justement, il y a un accord qui vient d'être pris, une coopération entre la France et l'Autriche sur ce sujet. C'est un pas très important. Et puis on a l'absolu dysfonctionnement des financements européens. Donc si vous voulez, si on continue à prendre des mesures franco-françaises quand on interdit une association en France et qu'elle vient s'installer à Bruxelles, on a le cas, voilà, ça va pas du tout régler le problème. Voilà. Donc je pense qu'il faut une vraie volonté politique de taper l'islam radical au portefeuille, c'est une très bonne idée, mais maintenant il faut vraiment appliquer les dispositifs. Oui, encore faut-il prendre effectivement des mesures sérieuses. Nathalie Goulet, avec cette riposte, est-ce qu'on lève les ambiguïtés justement selon vous? Non, vous parlez du rapport de François Gouillette et du préfet Courtade. Oui, absolument, qui est suivi de cette riposte d'Emmanuel Macron. Vous avez vu les mesures, est-ce qu'elles vous semblent aller dans le bon sens? Elles vont dans le bon sens. Le rapport qui avait été demandé par Gérald Darmanin, qui a seulement été rendu public plusieurs mois après pour des raisons de dissolution, etc. Parce que ça fait longtemps qu'il est dans les tuyaux. Se rappeler que les auteurs sont des gens très sérieux. L'ambassadeur Gouillette est un très bon spécialiste, un très bon arabisant, un très bon spécialiste de la matière. Donc c'est très important parce que ce sont des gens sérieux qui l'ont écrit. Je n'en ai pas donné ça à un Ouistiti qui veut faire de la pub. C'est des gens qui sont sérieux. Bon, je pense que ça va dans le bon sens. Ça peut créer réveil et sursaut, selon l'expression de la sœur de Samuel Paty. Je pense qu'on va vraiment dans le bon sens, mais c'est des sujets qu'on a identifiés depuis longtemps. Georges Fenech, moi ce qui me frappe toujours, c'est que ça fait quoi, 20 ans qu'on parle de ça. Il y a eu les territoires perdus de la République, Georges Bensoussan, il y a l'anthropologue Florence Bergeaud-Blacker qui a l'air depuis des années, ça lui a valu d'ailleurs quelques petites mises au banc de la part du CNRS. Et là, c'est vrai, c'était l'une des critiques qu'on a fait à Emmanuel Macron. On semble découvrir le problème aujourd'hui et lancer un plan de riposte qui, par ailleurs, ne semble pas prendre toute la mesure du problème. Écoutez, on a perdu beaucoup de temps, véritablement. On le sait depuis au moins 20 ans qu'il y a ces tentatives d'infiltration, d'entrisme. On rêve d'une France sous un califat. Mais là, en vous disant cela, Stéphanie, je voudrais d'abord vraiment dire, attention, il ne s'agit pas d'attaquer l'islam et nos compatriotes de confession musulmane. Non, mais il faut toujours bien le préciser, n'est-ce pas? Oui. Vous avez raison. Il s'agit de lutter contre une dérive de l'islam, qui est l'islamisme, notamment politique, qui prétend que que le Coran, par exemple, est supérieur aux lois de la République, qui prône une inégalité entre hommes et femmes, etc. Jean-Luc Mélenchon avait affirmé à l'époque, à l'issue de ce rapport, vous vous en souvenez, Georges Fenech et Nathalie Goulet, l'islamophobie a franchi un seuil. Non, il ne s'agit pas d'islamophobie, il ne s'agit pas de discours anti-musulman. C'est pour ça que je préfère toujours apporter cette remarque préalable. Vous savez, il y a un travail qui se fait, il y a plusieurs plans, il y a au moins 5 plans sous différents premiers ministres dont on ne parle pas beaucoup. Moi, je les connais parce que je les enseigne quelquefois je les développe dans les mairies, des plans de lutte contre la radicalisation, voyez-vous. Et ça implique beaucoup, notamment les élus locaux. Vous ne pouvez pas imaginer le travail qui est fait par les présidents de région, les présidents de département, les maires. Et parfois les tribunaux. Vous savez, qui attribuent, et les tribunaux ensuite, qui ont mis en place d'ailleurs des programmes, notamment à Mulhouse. Il y a un vrai programme de déradicalisation effectivement, qui a été mis en place. Vous avez maintenant beaucoup de collectivités locales qui établissent des chartes avec les associations, notamment sportives. C'est-à-dire, vous avez votre subvention, mais vous devez respecter les principes républicains. Autrement, on vous sucre votre subvention. Vous voyez, ça se fait dans les Hauts-de-France. J'ai été voir comment ça se passait. Ça se fait à Paris. Ça a été la première, d'ailleurs, Madame Pécresse à le faire. Voilà. Donc, c'est un travail souterrain quotidien. La surveillance des écoles.
les écoles hors contrat, coraniques notamment. Il faut surveiller les programmes qui sont... Averroès, notamment. Par exemple, vous voyez. Donc, c'est pas une mesure d'interdiction, par exemple, qui pourrait régler tout ça. D'ailleurs, comment voulez-vous interdire une idéologie? C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Nathalie Goulet, Georges Fenech met le doigt sur quelque chose d'important. Effectivement, comment interdire une idéologie? D'ailleurs, ça pose un problème pour les municipales. Et Emmanuel Macron, on a convenu, on ne peut pas vraiment, le droit électoral ne permet pas notamment d'interdire certaines organisations. Donc ça pose vraiment un problème en France. Il y a une forme d'impuissance. Non, mais il a tout à fait raison. On ne peut pas interdire une idéologie. Ça, c'est évidemment impossible. C'est d'ailleurs la dangerosité supplémentaire de cet islam radical qui grignote la République et qui la grignote depuis longtemps. Et il a tout à fait raison. On le fait dans d'autres pays, pourtant. Oui, parce qu'ils sont organisés. S'ils étaient organisés en associations, en partis politiques, etc., mais pour vous parler des partis politiques, on a eu le problème des listes communautaristes aux élections il y a quelques années. La question peut se poser. Et le seul rempart, c'est les principes de la République, le respect de la laïcité. Mais vous avez aujourd'hui un grignotage organisé, et puis vous avez aussi des gens qui surfent sur cet islam radical et qui en font un électorat de prédilection. Et je rejoins... la France insoumise. J'appuie ce que vient de dire Georges Fenech. Les Français de confession musulmane et l'islam a toute sa place dans la République, à condition d'en respecter les règles. Et d'ailleurs, les Français de confession musulmane sont pris en otage par ces radicaux qui évidemment agitent toutes les peurs, à juste titre, parce que de toute façon, cet islam radical est extrêmement dangereux pour la République, et on le voit. Le principe des frères musulmans, c'est de saper l'autorité des États dans lesquels ils sont. C'est ce qui vient de se passer en Jordanie, où ils ont été interdits pour une raison très simple, c'est que là-bas, ils étaient organisés. Mais vous voyez que même en les brossant dans le sens du poil ou de la barbe, même en les intégrant dans un dispositif, ils arrivent quand même à grignoter et à saper l'autorité de l'État. C'est ce qui vient de se passer en Jordanie. Nathalie Goulet, vous, quand vous avez travaillé justement sur votre rapport, est-ce que vous avez constaté une forme de naïveté en France? Moi, je me souviens toujours vous vous souvenez de ce livre de Georges Malbruno, Qatar Papers. Il expliquait par exemple l'exemple de la mosquée de Mulhouse qui prend en charge pour la première fois en France la vie du musulman de la naissance à la mort, et il expliquait qu'il y avait des textes en arabe qui étaient pas du tout ambigus sur les intentions effectivement d'un islam très radical, et la traduction en français était beaucoup plus lisse. Donc est-ce qu'on n'a pas justement la main qui tremble? Mais c'est pas la peine d'aller... Mais c'est pas la peine d'aller si loin. Vous avez Al Jazeera qui est une déclinaison de l'hypocrisie absolue. Les traductions françaises, sur la version arabe, on va interdire ou on va prohiber les homosexuels. Sur la version anglaise, c'est un peu plus doux, et sur la version française, c'est gay friendly. Pardonnez-moi, mais c'est nous prendre pour des imbéciles quand même. Oui, mais c'est quand même ce qui se passe. Mais si vous voulez, il y a un moment où la réelle politique et l'argent peut poser des problèmes à la sécurité. Et en tous les cas, il y a quand même sur Al Jazeera des sujets, et il y en a eu. Il y a d'autres sujets comme la filière halal qu'on avait beaucoup identifié et qui peut évidemment, compte tenu de son opacité, financer l'islam radical aussi. Les uns ou les autres, nous l'avons déjà dit. Donc, il y a une naïveté, mais je crois que les questions de sécurité... Goulet, pardonnez-moi, mais c'est important de s'arrêter sur ce point. Est-ce que, une naïveté, est-ce que les politiques prennent la mesure ou parfois même peuvent être complices? Il y a une forme parfois de clientélisme local sur ces sujets. Vous l'avez constaté, on en a parlé tout à l'heure. Bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, vous avez cité le parti en question, mais là où je voudrais en venir, c'est que je crois que l'insécurité générale qu'il y a en France, le rapport sur les narcotrafics, le travail sur la criminalité organisée, etc., fait remonter toutes ces questions sécuritaires qui ont explosé en plus après le 7 octobre. Et je crois que tout ce qui arrive là va aller dans le bon sens d'une remise en ordre, sachant, je suis désolée d'être un peu longue, que l'organisation de l'islam de France dépend des communautés musulmanes elles-mêmes.
l'État ne peut pas intervenir pour organiser le culte. Et donc, il y a une part de responsabilité qui revient aux musulmans eux-mêmes pour s'organiser. Georges Fenech, vous vouliez répondre tout à l'heure à Nathalie Goulet. C'est vrai que, oui, être intransigeant, certes, mais comment, par quelle manière, comment prendre par quel bout ce problème? Oui, moi je trouve malheureusement que les musulmans de France ne s'expriment pas suffisamment sur ces questions-là. Je rappelle quand même que l'islam, c'est la deuxième religion en France, oui. Que la grande majorité des musulmans ne posent aucun problème et vivent parfaitement en adéquation. Mais il n'y a pas vraiment de porte-parole. Alors, la question, encore une fois, c'est cette dérive au sein de l'islam. Ça existe depuis 1923, je crois. Les frères... 1928, me semble-t-il, en Égypte. En Égypte, qui était responsable de l'assassinat de Sadat, souvenez-vous. Donc, je crois que la difficulté, c'est d'avoir un interlocuteur. Parce qu'il n'y a pas de clergé au sein de l'islam, au sens où on l'entend nous, on a une église structurée, une congrégation religieuse, le Vatican, ça n'existe pas dans la religion de l'islam. Et donc, à qui s'adresser? Nous avions eu, à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, moi j'avais collaboré auprès de lui à ce moment-là en tant que parlementaire, créé le Conseil français du culte musulman. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que, d'abord, au sein de ce conseil, il y a plusieurs, je dirais, tendances de l'islam qui s'affrontent, qui ne sont pas d'accord entre elles. Certaines ont refusé, d'ailleurs, de signer la charte des valeurs républicaines, donc elles ont été exclues. Tout cela a été remis en cause, notamment par Emmanuel Macron, qui l'a remplacé par le Forum de l'Islam de France. Vous voyez, on a une difficulté. Bruno Retailleau veut développer ce forum. Vous y croyez davantage? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il faut que nous ayons un interlocuteur légitime, crédible, du culte musulman en France, avec lequel on doit pouvoir discuter de l'organisation de ce culte. Mais ça fait partie des responsabilités du ministre de l'Intérieur. Je réponds à Nathalie aussi. Et nous avons, vous le savez très bien, au ministère de l'Intérieur, le culte. Le ministre de l'Intérieur est aussi ministre des cultes. Donc nous devons organiser, nous devons avoir des interlocuteurs fiables, crédibles, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas ces dérapages dans certaines mosquées, dans certaines écoles, dans certaines associations. Et ça va être un travail colossal qui nous attend. Et sur les réseaux sociaux, parce que je crois qu'on ne mesure pas vraiment. Moi, je voyais sur TikTok, vous cherchez, je ne sais pas moi, faites une recherche sur le voile, vous avez dans la foulée des prêches, des espèces d'imams 2.0 qui vous expliquent à quel point c'est bien de voiler les femmes. Ça, on s'en rend pas compte, mais les jeunes, eux, ils sont. Alors, il y a eu plusieurs expulsions, vous vous souvenez, M. Darmanin a expulsé plusieurs. Mais attendez, alors ça continue sur les réseaux sociaux, je peux vous dire, et on a du mal, forcément, il y a une forme d'impuissance là-dessus. Est-ce qu'on prend bien cette mesure-là, Georges Fenech? Il faut qu'il y ait une vigilance de ces réseaux, il faut qu'il y ait aussi des sanctions. Dès lors que vous avez des appels à la haine, des appels à la discrimination, à la violence, la justice doit intervenir. Il y a des plateformes qui existent. Il y a une section spécialisée au sein du parquet de Paris, notamment, qui est responsable de tout cela. Donc, vigilance et sanctions quand c'est nécessaire, voire des dissolutions également d'organisations. Nathalie Goulet, sur ces réseaux sociaux, notamment ces fameux prédicateurs 2.0, vous pensez comme Georges Fenech quand même qu'il y a une forme de réponse? Parce que moi je la trouve assez faible. Alors écoutez, moi je viens de faire une réunion au Sénat sur l'intelligence artificielle et la lutte contre le terrorisme et l'islam radical. Et ça devient absolument terrifiant, parce que quand l'intelligence artificielle se fracasse sur le message des frères musulmans, d'abord, si vous regardez ChatGPT et que vous interrogez qui sont les frères musulmans, comme ChatGPT est alimenté par ce qu'il y a sur les réseaux, vous allez avoir des gens fréquentables, etc. C'est-à-dire que déjà au départ, l'intelligence artificielle va finalement bénéficier à ces frères musulmans qui sont présentés comme des gens alors certes avec un peu de polémique, mais grosso modo présentables. Et puis vous avez les messages qui sont démultipliés avec des fake news, et vous avez une étude extraordinaire du MIT qui vous explique que les fake news sont plus facilement retenues et comprises par les gens et se répandent plus vite que la vérité. Et donc, quand vous avez tout ça qui se fracasse sur cet islam radical et des messages de haine, vous allez voir comment c'est de plus en plus difficile de lutter contre ces messages. Donc, moi, je crois à la responsabilité des communautés musulmanes.
Et quand effectivement, il y a un bureau du culte au ministère de l'Intérieur, mais l'État ne peut pas organiser le culte. L'État peut donner des lignes directrices et essayer de conduire les communautés musulmanes, qui ont d'ailleurs parfois des conflits entre elles. Que les communautés les musulmans de France sont pas uniques, ils sont pas vous avez toujours l'islam des consulats avec l'Algérie, le Maroc et la Turquie, vous avez un islam subsaharien, vous avez un peu d'afghans, etc. Bon, donc vous voyez, l'islam est divers et c'est quand même à eux d'essayer de s'organiser, mais je suis tout à fait d'accord avec Georges Fenech, le problème c'est qu'il n'y a pas non plus d'interlocuteur crédible et que s'il y en avait un, ça ne veut pas dire qu'il serait écouté par ceux qui créent des problèmes. Alors il y a la Fédération des musulmans de France, justement, qui est accusée d'être dans cette mouvance, qui a une réponse et une riposte assez subtile parce qu'il crie à la victimisation, relayée, on le disait, par des partis comme la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon qui parlait d'islamophobie, qui a franchi un seuil. Et alors, ce qui est regrettable, c'est finalement que les jeunes, surtout, reprennent à leur compte cette victimisation. Il y a plusieurs sondages, là je vous en donne un, IFOP, 78% là c'est les Français musulmans, la laïcité telle qu'elle est appliquée aujourd'hui par les pouvoirs publics, elle est discriminatoire envers les musulmans. Et là les jeunes, je vous en parlais, 18 à 30 ans, la défense de la laïcité est instrumentalisée par des personnalités politiques et des journalistes qui veulent en fait dénigrer les musulmans. Alors ça c'est assez préoccupant, ce type de sondage. Ah oui, c'est très... Ah oui, et puis vous avez aussi un sondage très récent qui montre à quel point les musulmans se sont communautarisés dans leur ensemble puisqu'ils se sentent attaqués. Et ça, c'est c'est la grande réussite du message de sape de la République, de cet islam radical et de cet entrisme. Voilà exactement le résultat. Georges Fenech. Moi, je trouve vraiment qu'il y a une responsabilité écrasante, notamment de LFI, qui tente de faire croire que nous serions un pays aujourd'hui islamophobe, que voilà, le fait d'interdire, par exemple, des tenues vestimentaires, ça fait partie d'islamophobie, etc. Non, et cette responsabilité, il faut la dénoncer, car ça n'est pas être islamophobe, ça n'est pas avoir peur de l'islam ni se battre contre l'islam que de vouloir faire en sorte qu'on ait une école de la République qui soit préservée des influences religieuses, quelles qu'elles soient d'ailleurs, en son sein, que ce soit un sanctuaire de la République. Ça n'est pas de l'islamophobie. Or, les discours que tiennent M. Mélenchon tentent à faire croire qu'effectivement ces mesures, que ce soit la burqa, que ce soit le voile à l'école, sont des mesures islamophobes. Non, c'est au contraire la protection des cultes pour éviter précisément qu'il y ait de la discrimination. Son discours, effectivement, a dû répondre. On vient de le voir dans le sondage. Nathalie Goulet, on va vous libérer, sénatrice de l'Orne. Je rappelle votre ouvrage, votre enquête, L'argent du terrorisme, paru aux éditions du Cherche Midi.